Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette situation sanitaire qui est un peu particulière, on a quand même trouvé quelque chose d'innovant, puisque de façon virtuelle, on fait venir chez vous des écrivains, des artistes, tout le monde de la culture. Et donc ça, c'est grâce à la direction des seniors et aux itinéraires de Frédéric Ovadia qui nous permettent justement d'entrer chez vous et de vous faire participer à ces échanges et essayer de rompre votre solitude et de vous apporter un peu des étoiles dans les yeux et de vous aérer. En tout cas, prenez bien soin de vous et puis on va se donner rendez-vous régulièrement. Essayez d'y mettre un peu de passion. Et je crois que c'est ce que vous transmettez aussi hein, dans les écoles avec... Oui. Ce massacre, évidemment, inattendu, hein, personne ne l'avait prévu, évidemment, bouleverse d'abord l'Espagne et surtout a une répercussion, une réverbération dans le monde énorme. Jusqu'aux États-Unis, on en parle, la presse internationale en parle, à tel point qu'évidemment, Picasso ne peut pas ne pas savoir ce qui se passe lorsqu'il est à Paris. Il en est bouleversé, d'après ce que l'on sait, d'après ce que Man Ray, qui était son ami aussi, a pu dire. On a ce témoignage. Il a été bouleversé. Cependant, on peut être un peu réservé, parce que Picasso n'a jamais voulu intervenir dans une œuvre quelconque politiquement. Il a toujours pensé que la peinture se suffisait à elle-même, que la peinture, certes, elle n'était pas faite pour être décorative, qu'il disait une peinture, c'est pas fait pour être au-dessus de la cheminée, que la peinture devait exprimer, mais surtout l'intériorité de l'être, surtout le secret finalement de l'être, hein, à travers une peinture. Et c'est pour ça qu'il aimait particulièrement Goya, parce que Goya, à la fois, même dans les peintures mondaines que Goya a faites, de cour, mais même quand il a fait après les œuvres de guerre, les œuvres militaires, les œuvres des massacres, avec tout ce qui s'est passé à l'époque, il y avait, au-delà des soldats fusillés que Goya a peint, etc., c'est au-delà de l'anecdote. Ce que Goya peint et que nous voyons aujourd'hui quand nous allons voir les tableaux de Goya, c'est la violence, c'est la solitude des êtres, c'est la détresse intérieure des gens. C'est ça qu'il veut peindre. C'est pas forcément les guerres napoléoniennes ou autres. Vous voyez, c'est pas ça qu'il veut peindre. Hein. C'est un support, ça. Donc, quand Picasso, dans ces circonstances tragiques que sont les massacres de Guernica, il va décider de changer de son fusil d'épaule. En fait, il trouve que c'est plus de saison de faire le peintre et son modèle, et s'amuse. Il va penser faire quelque chose qui l'a beaucoup impressionné, parce qu'il aimait beaucoup le douanier Rousseau. Et il aimait particulièrement ce tableau qui s'appelle La Guerre. Vous connaissez cette femme à cheval, hein, qui est là, hirsute comme une sorcière, elle déchire tout. C'est un tableau très impressionnant quand même. Hein. Et il pense que c'est ça qu'il faudrait peindre. Plus que toute anecdote politique, c'est la guerre. Alors bien sûr, il est de gauche, hein, enfin il se dit de gauche, bon, enfin, c'est un homme qui vit dans le luxe, il a des voitures de sport, il a des chauffeurs, il vit dans un luxe très important aussi, il a vécu avec Olga énormément. Hein. Et puis, il a ce côté communiste quand même. Et puis c'est l'époque qui le veut aussi. Donc, il est très partagé. Et c'est Dora Maar qui va commencer à le pousser à une œuvre singulière. Et la part de Dora Maar dans Guernica est absolument énorme, bien qu'elle ait été totalement évacuée lorsque Picasso
a reçu les commanditaires espagnols et qu'il leur a proposé ce tableau qu'il venait de faire en un mois, 1er mai, 4 juin. Hein? Ce tableau, donc, il l'a fait, donc on peut dire qu'il a peint ce tableau à la hache. Mais comme il peint toujours, hein, ça n'a pas la délicatesse d'un Chardin ou d'un Boucher, ça n'a pas la délicatesse d'un Vermeer, hein, ou d'un Titien, ça n'a pas la finesse d'un Canaletto, Picasso. Picasso s'y peint avec du ripolin. Vous voyez? Donc, quand on va avoir la chapelle de Grasse, de Valoris, pardon, quand on va à la chapelle de Valoris, on voit bien de très près, parce qu'on peut voir le tableau aussi près que je suis de ce mur, on voit bien que c'est fait n'importe comment, finalement. C'est fait avec écaillé, c'est fait avec des coups de pinceau très brutaux. Mais ce qui est important dans la peinture de Picasso, toujours, c'est cette puissance, cette force qui vous laisse pantois quand on la regarde, même le plus petit tableau soit-il. Et de fait, c'est ce qu'il va essayer de donner quand on voit ce tableau de Guernica. Quand on voit ce tableau de Guernica, on est sous le choc. Parce que d'abord par la monumentalité, ce qui était très rare dans la peinture, dans l'histoire de la peinture, il y a très peu de tableaux aussi grands. Donc dans l'histoire dans la peinture, on ne voit pas de tableaux aussi monumentaux, et puis aussi on est suffoqué par la violence brutale, sauvage, barbare du tableau, qu'il a comme s'il avait été foudroyé lui-même. Mais celui qui regarde, le spectateur, il est foudroyé aussi. Hein. Et ça dépasse de loin Guernica, avril 37. Ça dépasse de loin. C'est symbolique de toute la violence de l'homme, de l'humanité. C'est pour ça que c'est fort, ce tableau. Et c'est pour ça qu'il est universel. C'est parce qu'il est un tableau ouvert à toutes les violences du monde. Et responsable de toutes les violences du monde. Et en même temps, il est symbolique et métaphorique de toutes les barbaries du monde. Hein? Aussi bien celles qui sont déjà passées, que ça peut être un tableau sur la Saint-Barthélemy. Mais ça peut être un tableau sur la tragédie du Rwanda. Vous voyez, c'est la même chose. On peut mettre ça n'importe où, là où il y a eu des violences extrêmes, on peut mettre ça à Auschwitz. C'est la même chose. C'est la violence et la barbarie qu'il a peinte. C'est ça qui est très fort. Alors, évidemment, notre Dora, notre adorée Dora, qui n'est pas si, justement, aimée que ça, elle est adorée, ce qui est encore autre chose. Être adorée, une femme, je ne sais pas si elle a envie d'être adorée ou être aimée. Vous voyez, il y a une nuance. Hein. Et lui, il disait adorer Dora. Évidemment, il faisait un petit jeu de mots avec doré, adorer Dora, bien sûr. Mais ça montre que cette déesse, donc, adorée, les déesses, on peut les vénérer. On ne les aime pas, les déesses. On les vénère, ou alors on les bannit, ou alors on les profane. Vous voyez? Il n'aimait pas Dora Maar. Il a pillé Dora Maar. Il a volé son art. Il a volé sa technique de photographie. Il lui a tout volé. L'œuvre est à 4 mains quelque part. Non pas qu'elle ait touché à la peinture, mais elle a tout fait pour. Et c'est en ce sens où, véritablement, Dora est la victime, une des victimes, finalement, de Guernica. Guernica, c'est une histoire qui est racontée. C'est l'histoire de ce massacre dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais c'est aussi une histoire d'amour. Mais une histoire d'amour singulière. Tout à l'heure, j'ai dit, elle n'est pas aimée, elle est adorée. Je pense qu'il a une vénération véritablement pour elle. Encore à ce moment-là, mais ça commence à faiblir. Parce qu'il la trouve trop intrusive ou inclusive dans le tableau. Car il faut bien voir une chose, c'est que quand elle est arrivée, la toile, qui était gigantesque, il a fallu dépecer en plusieurs morceaux pour la monter, parce qu'on n'arrivait pas. C'est elle qui s'est occupée de ça. Et comme la toile était, malgré les 8 mètres de haut, encore, elle ne pouvait pas être verticale, il a fallu la mettre en oblique. Donc elle l'a mise en oblique, avec son consentement bien sûr. Elle l'a mise en oblique et, comme elle était photographe, elle a mis des grandes lumières, des grands spots tout autour, hein, pour que ce soit éclairé, parce que c'était très sombre cet endroit. Donc, il y avait
des ombres et des lumières qui étaient projetées sur le tableau, blanc, vierge. Et tout l'assemblage des fils qui couraient le long du sol. Ces ombres et ces lumières ont inspiré Picasso. C'est-à-dire que c'est à partir des ombres et des lumières que les projecteurs faisaient qu'il a commencé à construire le travail. N'est-ce pas? Donc ça a été la première je dirais, expérience de Dora dans l'histoire. Et puis Dora a eu cette idée que Picasso a reprise et qu'il lui a demandé d'ailleurs, est-ce que vous pouvez photographier le tableau en train de se faire? C'est la première fois au monde qu'un photographe fait un reportage au jour le jour du tableau. Ce qui est évidemment pour nous très important, je dis nous, les chercheurs et les historiens de l'art, c'est extrêmement important parce que ça nous permet de voir comment ça s'est passé. Hein. Et effectivement, on apprend beaucoup grâce au reportage de Dora. Ce reportage, d'ailleurs, a été totalement abandonné, annulé, oublié. Il a été retrouvé après, au moment de la mort de Dora et de la reprise de ses archives, etc. Et maintenant, elles sont à Beaubourg et on peut les étudier. Et donc, on voit les dizaines de photos qu'elle a faites et qui permettent de voir que tel jour, c'était comme ça. Et c'était pas souvent comme c'est aujourd'hui. Parce qu'il y avait quelquefois de la couleur. Et puis, elle photographiait la couleur. Le lendemain, il disait non, la couleur, ça va pas, il faut vraiment que ce soit en noir et blanc. Après, il faisait des collages. Il avait collé des papiers. C'était l'époque des collages, c'était l'époque où il aimait faire ça. Et puis, le lendemain, il l'enlève encore. Mais tout ça, c'est grâce à Dora, finalement. Parce que c'est Dora qui lui soumettait, en fin de compte, son travail. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, on est arrivé à ce que nous voyons. Mais il faut bien voir également que cette histoire, je disais, c'est une histoire qui est racontée, mais c'est une histoire d'amour, bien sûr, mais une histoire d'amour assez puissante et aussi extrêmement sadique. Parce que le premier dessin que Picasso a fait d'elle, c'est un tableau magnifique, mais un tableau très douloureux et très brutal, très violent. C'est Dora, qui est d'une beauté inouïe, couchée sur le dos, dans des teintes nacrées, dans un paysage, je dirais, campagnard. C'est un taillis, une forêt au loin. Elle est couchée, le regard ailleurs, elle laisse faire, et il y a sur elle Picasso taureau. Et déjà, il y a le Picasso dont on voit les jambes d'homme, mais le corps et la tête d'un taureau. Hein, qui est sur elle et qui la viole. Donc le premier dessin qu'il a fait d'elle, la première peinture sur carton, d'ailleurs, c'est Dora violée, mais elle l'accepte. Vous voyez, on le voit dans le visage qu'elle a le regard sur le côté, mais elle laisse faire. Bon. Donc dès le départ, nous sommes dans une situation déjà de soumission, et une situation parce qu'elle adorait. Elle-même, elle a adoré Dora, mais adoré Pablo, hein, parce que quand il l'a quittée, on lui a demandé si elle allait refaire sa vie. Elle a dit jamais, je n'aurai un seul homme dans ma vie. Quand on a aimé Dieu, on ne peut plus rien aimer après. Alors, donc, elle a vécu une vie de solitude totale, voire presque au bord de la folie quand même. Hein. Donc, cet amour-là, il est fondé quand même sur une violence déjà très forte. Mais c'est le propre même de Picasso. Picasso, dès le départ, dès les années précédentes, il faut voir en amont que ce n'est pas né de rien, Guernica. L'œuvre est déjà entamée depuis longtemps, quelque part. Hein, et il avait une passion pour un tableau d'un peintre du XIVe siècle, à Bâle, hein, contemporain comment dirais-je, de Holbein, hein, qui s'appelait Grien, G-R-I-E-N, et ce tableau, c'est le palefrenier ensorcelé. Et ce tableau-là montre un palefrenier couché à terre, vu de face. Donc on a l'impression d'un effet d'optique comme ça, hein, et donc on voit quasiment plutôt son sexe, quoi, qui est... Vous savez, à l'époque, au XIVe, XVe siècle, c'était des sortes de pantalons avec des coques qui étaient sur le sexe. Donc on voit que ça, comme ça, en entrée. Au loin, un cheval qu'il était en train
de soigner qui se sauve, et à droite, on voit une femme, une sorcière, le mal, qui est là avec une sorte de balai et qui jette un sort au palefrenier. Et ce tableau, ça le fascinait. C'est le fascinait. Et il a toujours voulu représenter cette violence à travers sa peinture, à travers des tableaux emblématiques que peu de gens connaissent et qui sont très très puissants et très forts. Alors j'en ai pris quelques-uns. Il y a un tableau qui s'appelle La femme à la bougie, combat entre le taureau et le cheval, Minotaure et cheval en 1936, La grande corrida avec une femme torero en 1936, La dépouille du Minotaure en costume d'arlequin en 1936, et un tableau qui s'appelle Songes et mensonges de Franco en janvier 1937, donc nous sommes dans 5 mois avant, qui est une sorte de BD, une sorte de bande dessinée, où il montre Franco sous le visage d'un monstre dévorateur. Et puis un tableau très important qui s'appelle Le Meurtre en juillet 1934 et qui représente, qui voulait au départ représenter Marat assassiné par Corday dans sa baignoire, et on voit effectivement un homme vaguement dans une baignoire et on voit surgir, c'est Corday, mais on la voit surgir, c'est un monstre mais digne d'un film gore. C'est un monstre effrayant qui n'a pas visage de femme, et ça c'était vraiment cette violence qu'il voulait toujours représenter, les chevaux, les galops, les pas des chevaux qui piétinent les hommes, et tout ce monde de brutalité qui est en fin de compte au cœur de sa problématique à lui. Donc Guernica, c'est en fait, je dirais que le massacre de Guernica, c'est pas un tableau historique. Il ne faut pas le prendre du tout pour un tableau historique, à tel point qu'il n'a jamais appelé le tableau Guernica. Hein? Ce sont les commanditaires qui s'en sont emparés. Mais ils ont dit, bah oui, c'est Guernica qui l'a fait, mais c'est pas seulement ça. Hein? Alors bien sûr, ça a été le déclencheur. Mais il a voulu ici faire comme une sorte de creuset de toutes ces angoisses et de tous ces fantasmes, à la fois de détresse de voir l'humanité bafouée comme il le voit à travers Guernica, mais aussi le sadisme qu'il a lui-même. Lui-même, il a cette violence qui est en lui et dont il va faire beaucoup de preuves plus tard. Voir comment il va peindre Dora Maar après. Pendant des années, il va la persécuter. Quand les commanditaires sont venus chercher le tableau, elle était présente. Il n'a pas cité son nom. Il a fait comme si elle n'existait pas. Et donc, il l'a chassée. Il a dit, bon, vous nous laissez, Dora. Et Dora est partie. Et donc, à partir de ce moment-là, elle a compris qu'elle avait été flouée. Elle a compris qu'elle avait été bernée. Et donc, c'est devenu pour elle un sujet de désespoir. Et bien qu'elle soit ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme prétendument forte, elle était quand même très sonnée par cette affaire. Et à partir de ce moment-là, elle a fait des dépressions. Dès 1938, elle a commencé un état dépressif qui a été croissant au fil des années, jusqu'à la rupture en 1945. Mais en vérité, elle ne vivait quasiment plus avec lui jusqu'en 1945, puisque lui-même avait déjà trouvé une autre maîtresse, beaucoup plus jeune, presque une enfant, en tout cas une jeune fille, c'est-à-dire Françoise Gillot. Donc, qu'il lui a imposé à table, etc., ou disant bon, je suis avec Françoise, tu pourrais partir de la maison, s'il te plaît. Enfin bon, assez terrible quand même. Et à partir de ce moment-là, il a voulu la peindre, toujours comme elle pleurait. Eh bien, il l'a peinte sous l'image de la femme qui pleure. Et elle est devenue pour l'éternité la femme qui pleure. Et à partir de ce premier tableau qu'il a fait en 1937, tout de suite après Guernica, La femme qui pleure, il en a fait toute une sorte de déclinaison. Il a fait des centaines de tableaux d'elle, où elle pleure, où elle est ridicule, où elle est dépressive, où elle est laide, alors qu'il l'a peinte de façon exquise avant. Hein. Et alors il commence à la détruire au fur et à mesure. Il entreprend la destruction programmée de Dora. Hein. Et il l'a détruit au fil des années. Il l'a fait même interner. Il l'a fait interner à Sainte-Anne. Elle reçoit
les électrochocs d'un jeune psychiatre qui s'appelle Jacques Lacan. Hein, et c'est Lacan qui va expérimenter les premiers électrochocs sur le cerveau de Dora Maar. Hein, et donc il l'a fait passer pour folle. De fait, elle n'est pas folle, mais elle perd un peu la raison, elle est désespérée. Et elle se met des chapeaux extravagants, elle met des chapeaux qui sont étonnants, de couleurs, un peu bariolés. Alors il l'a peint avec ses chapeaux, dans un petit siège qui est une sorte de trône minuscule. Elle est ridicule, elle est disproportionnée. Puis au fur et à mesure, le visage s'estompe, alors on la remplace. On remplace sa si belle bouche, hein, elle qui avait une bouche que Man Ray a peinte avec des lèvres magnifiques, hein, il l'a peint avec un groin. Et puis après, elle devient un cochon véritable. Puis après, elle devient une tête de mort. Et puis après, il met, comme dans ces films d'épouvante où on voit des hommes qui mettent des gants, des bas sur leur visage, et on ne voit plus le visage du tout, mais des vagues formes humaines, un nez proéminent, un peu l'image que quelquefois on a quand on a les masques, hein, eh bien, il l'a peint comme ça, sans yeux, ce qui est le siège de l'âme, donc sans les yeux, sans la bouche, sans le nez, rien, comme ça. Et puis, il l'a détruit. Et quand il se sépare d'elle, et bien plus tard, juste avant de mourir, dans les années 70, fin des années 60, il lui fait des cadeaux à Ménherbe, là où il lui a loué sa maison. Pas loué, mais donné, mais enfin, quelquefois, quand il venait avec sa maîtresse, il demandait qu'on lui rende la maison.